Bienvenue sur Studio Perspective. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder notre contenu et nous vous en remercions. Studio Perspective fait sa rentrée. De nouveaux programmes s'ajoutent à notre catalogue afin de toujours mieux vous informer, vous divertir et vous inspirer. De nous à vous, bonne rentrée et surtout, bon visionnage. Bonsoir à tous, bienvenue sur 26 minutes pour convaincre. Nous sommes ici dans le studio Perspective avec un nouvel invité, un nouveau candidat. Monsieur Joël Ndigui se présente à l'élection législative du 27 septembre 2025 sous la bannière candidat indépendant. Monsieur Joël Ndigui, bonsoir. Bonsoir Olivier. Comment allez-vous? Non, on va se tutoyer parce que on se connaît par rapport au métier. Bienvenue chez nous, déjà. Et j'ai envie de te dire tout de suite, je crois que c'est ta première participation à une élection au Gabon. Et j'aimerais que tu nous dises, tu nous parles de toi. Qui es-tu? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi tes motivations? C'est la fin de la 4e République. Le 30 septembre t'a motivé. Pourquoi maintenant et pas avant? Déjà, je voudrais dire merci au studio Perspective de me recevoir, mais également à toi. Comme tu disais tantôt, nous sommes des vieilles connaissances. Et j'ai non seulement beaucoup d'admiration pour l'entreprise privée, et également pour des personnes ténaces, voilà, qui savent ce qu'elles veulent. Bon, Joël Mangui Ndigui III est un jeune Gabonais, né sensiblement au début des années 90, qui, dans les Akébé, dans le 3e arrondissement, notamment au 2e siège, je me présente en tant que candidat indépendant. Ah, ok. Voilà, en face de l'école publique de Bellevue 1, où j'ai grandi, j'ai appris, j'ai pleuré ma mère et ma grand-mère là-bas. Voilà, donc je suis un fils d'Akébé. Et j'ai eu la chance un peu très tôt de sortir, comme certaines personnes. Joël Mangui Ndigui III est Gabonais en sciences politiques, diplômé en sciences politiques, en philosophie politique et en collectivité territoriale également. Ok. Je suis père de famille, agent public dans un ministère de la place, passionné d'entrepreneuriat, et j'ai une très longue carrière associative, un peu comme le Blad et Dalsim en fait. L'humour aussi. Ok, maintenant, j'ai envie de savoir, pourquoi maintenant? Pourquoi tu te lances maintenant? Comme je disais tantôt, je ne me lance pas maintenant. Je suis diplômé en sciences politiques, j'ai fait des études en Europe de l'Est. Et déjà en 2011-2012... Et où en Europe de l'Est, s'il te plaît? Moi, je sais, mais j'aimerais que les gens le découvrent. Entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi entre l'Ukraine et la Russie? Parce qu'à l'époque, j'apprenais à Simferopol, qui est la capitale de la péninsule, la Crimée, qui a été annexée par la Russie. Simferopol, c'est près de Yalta. Comme j'étais passionné d'histoire, Le sommet de Yalta. effectivement, c'est à quelques heures de Yalta. Et comme je suis passionné d'histoire, je me suis rapproché de cette zone-là. J'ai été notamment dans le palais qui a reçu les 3 grands en 1945. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Churchill, je l'ai visité, Staline, et le 3e, c'était Roosevelt. Exactement. Donc, j'ai commencé en 2011 en étant président des étudiants gabonais en Ukraine. Et ensuite, j'ai continué au Sénégal, parce qu'après l'annexion de la péninsule où j'étais, j'ai dû continuer au Sénégal mes études. Et là-bas aussi, j'ai fait un peu de politique avant d'en sortir pour me lancer exceptionnellement dans l'activisme panafricain. Pour me lancer exceptionnellement dans l'activisme panafricain, où j'ai cofondé l'ONG Urgence panafricaniste avec monsieur Kémy Seba. Voilà, et fin 2017, je suis rentré au Gabon, définitivement.
Et j'ai arrêté de faire de la politique pendant 5 ou 6 ans. Ok. Parce qu'il fallait trouver une situation professionnelle. Mhm. Et j'étais un peu dégoûté de ce que je voyais. Mhm. Donc, avec le coup de la libération et plusieurs constats que j'ai eu à faire, Mhm. c'est-à-dire, déjà dans mon arrondissement, j'ai constaté que il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de mots qui n'arrivent pas à être réglés et que c'est un arrondissement qui est un peu laissé de côté. Mhm. Ok. C'est peut-être fait sciemment ou pas, mais il faut les relever. Le deuxième constat que j'ai eu à faire, c'est que nous évoluons dans un milieu social et politique où il n'y a pas de mobilité sociale. Tu es enfant de pauvre, tu restes enfant de pauvre, il y a très peu qui arrivent à éclore. Mhm. Ce sont les mêmes noms qui reviennent et c'est un peu dommage. Mhm. Le troisième constat que j'ai eu aussi à faire, ce sont les mentalités. Mhm. Il y a des mauvaises habitudes qui reviennent et il faudrait qu'on change ça. Il faudrait qu'une nouvelle classe d'hommes politiques s'engage. Mhm. Qu'elle puisse, cette classe politique, vraiment porter le renouveau du pays et faire de la politique de manière différente et de manière un peu plus moderne. Qu'est-ce que j'entends par moderne? Pour moi, un ministre qui se balade avec un cortège ou non, c'est pas normal. Sous d'autres cieux, on a des ministres qui arrivent au boulot avec des vélos. Le Donc, scooter. effectivement, il y a beaucoup de points qui m'ont permis aujourd'hui de sortir et de me dire que bon, c'est peut-être le moment. Et ça, C'est un et, peu ça fait, et ça fait moins de carburant dépensé. Exactement. Mhm. Et c'est aussi bon pour l'environnement. Exactement, exactement. Justement, ça tombe bien, j'ai eu un peu ton chapelet je comprends un peu. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, tu te présentes aux législatives et on a fait le constat que les députés au Gabon, une fois élus, ils disparaissent. Et même avant ça, de ce que l'on sait, ce qu'on lit en dictionnaire, sur Google, etc., un député, il porte des lois. Quels sont les projets de loi que tu comptes porter si tu es élu le 27 septembre? Il y en a plusieurs, 9, mais on pourrait dire 8. Parce que le premier projet de loi, c'est pas tellement un projet de loi. Mais comme je vous disais tantôt, je veux qu'on fasse la politique autrement. Donc, si vous me permettez, je pourrais les lister parce que je suis pas un professionnel de la politique, mais plutôt un théoricien. Donc, j'ai fait un certain nombre de constats et ma candidature s'est faite peut-être un mois. C'est décidé un mois avant le lancement des élections. Donc, si vous me permettez, je vais non seulement parler de manière crue, parce que c'est la seule manière. C'est ainsi qu'on peut s'adresser aux gens. Et je vais peut-être souvent devoir laisser, vous me permettez de... Le plateau est le plateau à toi. D'accord, merci. Donc, le projet de loi porte sur la lutte contre l'insécurité foncière. Ok. C'est quoi la lutte contre l'insécurité foncière? On a vu ce qui se passe un peu depuis après le 12 avril, ce qui se passe un peu. Je pense que autant les torts peuvent être partagés, mais il faut protéger aujourd'hui le Gabonais. Il faut protéger la population gabonaise. Donc, mon projet de loi vise à inscrire dans la Constitution le droit au logement, qui n'est pas dans la Constitution. Il existe plutôt dans la Constitution le droit à la propriété qui est un droit fictif. Mais l'État devrait pouvoir automatiquement reloger ceux qui en ont besoin selon certains critères. Ça existe ailleurs, c'est pas du mimétisme. En France, on a le DALO, mais ici, je propose le droit au logement. Ça n'a rien d'hilarant, mais ça peut paraître hilarant, mais il faut lutter véritablement contre l'insécurité foncière. Le deuxième point, c'est la formation. La formation avec le cas récemment sur les bourses, la suppression des bourses au Canada, en France et aux États-Unis, m'a interpellé comme beaucoup d'autres Gabonais. Et ma proposition de loi viserait à mettre en place une ligue nationale des étudiants. Cela permettrait, il y a des mutuelles qui existent, d'avoir une corporation qui lutte pour les droits de ces derniers.
J'aurais souhaité aussi, ça peut être revu, vu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qu'on revoie un peu, qu'on change le dispositif de déclenchement des enquêtes parlementaires. Aujourd'hui, on a un président pour lequel nous avons certes de l'admiration, qui est venu nous a dit on va supprimer les bourses dans ces 3 pays-là, mais on ne sait pas ce que ça coûte. On ne sait pas ce que ça coûte. On ne connaît pas exactement les véritables raisons, même si celle qui a été portée par le chef de l'exécutif, c'est qu'ils ne reviennent pas. Mais il faudrait que les députés auraient dû au moins interpeller le gouvernement et dire, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe avec ça? Peut-être demander aussi pourquoi ils ne reviennent pas. Justement, c'est une question fondamentale lorsqu'on sait que l'emploi n'est pas toujours garanti. Donc, au-delà des recettes qu'on connaît déjà, ou peut-être la construction des universités, il faudrait peut-être avoir une ligue qui défend les étudiants et revoir aussi le dispositif de déclenchement d'enquête parlementaire, suivi du suivi, excusez-moi pour la tautologie, il faut que ce soit suivi et valorisé aussi, parce qu'actuellement, c'est le président qui déclenche les enquêtes parlementaires, mais un député ou un groupe de députés devrait pouvoir le faire. Et au bout de 2 ans de transition, peut-être pour le regretter, on a eu cette impression que les députés, même s'ils ont été nommés, sont restés atones. Ce sont des activistes qui ont porté certaines revendications. C'est le cas des bourses, c'est le cas du foncier. Et cela, je pense que c'est pas nécessaire que avec la nouvelle législature, ça se fasse de nouveau. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai un peu envie de revenir sur... bon, nous sommes à 14 minutes par là. Par contre, je vais te donner 5 minutes pour que tu t'exprimes face aux populations du 3e arrondissement, que tu parles à ces populations et que tu expliques à ces derniers pourquoi ils doivent te choisir toi et pas quelqu'un d'autre. D'accord. Face caméra. Population du 3e arrondissement, notamment du 2e siège. Vous savez, lorsqu'on parle de nous, c'est l'insécurité, c'est la précarité, c'est la prostitution. Le message que je voudrais vous donner ici, c'est que pendant plusieurs décennies, vous avez des gens qui ont porté votre voix, mais qui ne l'ont pas exécutée. La politique, c'est comme Training Day. Je ne sais pas si vous connaissez le film, vous pourrez aller vous renseigner. Il y a des bons et des mauvais hommes politiques. Le 27 septembre 2025, ne faites pas le choix de ceux qui ont brillé, ou ne faites pas le choix de cette expérience qui a brillé par l'échec, par la satisfaction de leurs propres besoins. Faites le choix des bons, ceux qui peuvent incarner réellement vos réalités, votre quotidien, ceux qui vous ressemblent véritablement. Faites ce choix-là, et comme dirait une philosophe gabonaise, j'ai des tripes, mais j'ai aussi ce qui va avec en bas pour les porter. Pour porter vos revendications. Merci. Je ne serai pas cet homme politique qui, une fois à l'Assemblée, ne sera plus votre confident. Merci. Merci Joël. Tu as dit quelque chose d'assez important dans ta tribune libre. Le 3e arrondissement est connu pour des quartiers extrêmement difficiles, parfois même extrêmement violents. Et on se rappelle même, il y a quelques semaines, des jeunes qui ont quitté, je crois, le 3e et se sont retrouvés au vin d'eau, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de dire, ces jeunes qui n'ont pas de travail, mais qu'est-ce que
vous proposez à ces jeunes-là qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'activité, et pourtant qui ont la volonté de faire? Parce que même se lancer dans la délinquance, dans la drogue, etc., il faut du courage, il faut de la volonté. Ça veut dire que ces jeunes ont de la volonté, mais il n'y a pas de débouché. Vous-même, vous l'avez dit. On a l'impression qu'enfant de pauvre, tu nais, et enfant de pauvre, tu termines. Quel est, selon vous, ce qu'il faudrait faire pour changer la destinée de ces jeunes-là? Bon, c'est simple. Le slogan de ma campagne, c'est candidat indépendant pour que la 5e République ne se fasse pas sans nous. C'est cela le slogan de ma campagne. Bien au-delà des clichés qui circulent sur le 3e arrondissement, il y a du potentiel. Moi, aujourd'hui, si je suis agent public, je viens de ces quartiers-là. Je connais toutes les étapes d'un enfant de pauvre. J'ai pris le pain avec du sucre en guise de petit déjeuner. On m'a sorti des écoles parce que je n'avais pas toujours de quoi payer. Il fallait jongler pour aller faire un examen, une interrogation et autres. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on parle d'emploi. L'État en est conscient. On a vu certaines mesures que le président a eu à prendre depuis son arrivée, les taxis, la pêche. Donc, il y a déjà ce boulot-là qui est fait. Mais j'aimerais aussi revenir sur la protection de ce qui existe. La protection de ce qui existe. C'est lutter contre l'esclavagisation du travail au Gabon. Et là, on voit que l'administration du travail est peut-être débordée pour certains, ou alors souvent qualifiée un peu avec des termes pas très élogieux. J'ai donc proposé qu'un observatoire national pour la défense des droits des travailleurs au Gabon soit mis en place. Elle permettrait ici de faire le lien entre les employeurs, les travailleurs et les syndicats. Les ministres ne vont pas tout le temps d'évaluer sur le terrain pour faire des constats comme celui qu'on a vu dernièrement ou celui au début de la transition. C'est honteux. Et aussi pour ces jeunes-là qui sont dans mon arrondissement ou mon siège, qui pour beaucoup, avec des diplômes, vendent des pains au poulet et ainsi de suite, s'est trouvé au niveau de l'état des mécanismes qui leur permettent de ne peut-être pas payer les impôts à la première année. Oui, bah ça c'est difficile. Hein? Exactement. De prendre comme ça se fait un peu ailleurs, 3, 4, 5 ans. C'est pour ceux de mon arrondissement et un peu au niveau national, vu que je suis un député d'abord, sur le plan national. Mais maintenant, justement, dans ton background, tu as été dans la presse. Aujourd'hui, la presse souffre de différents maux. Limite, j'ai envie de dire, sur l'un des parents pauvres de la communication. Qu'est-ce que tu proposes à tes anciens collègues? Merci pour la question. Comme tu viens de le rappeler, j'ai entre autres été communicant. Notamment, accessoirement, journaliste, où j'ai été pendant un bon moment, avant d'entrer à la fonction publique. Mais avant ça, j'étais là-bas aux affaires étrangères. Et j'ai dû me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'aimais bien écrire et je me suis donc lancé dans le journalisme. Bon, qu'est-ce que je pourrais proposer? C'est l'une des mesures que j'aimerais proposer au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la mise en place d'une régie publicitaire. Comme ça se fait un peu ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et je pense peut-être aussi au Niger, au Burkina. À quoi elle consisterait? Vous allez me permettre un peu d'écrire. C'est vrai qu'il existe déjà une subvention à la presse. Mais justement, une subvention qui fait grincer les dents. Certains ont plus, et selon certaines personnes ne méritent pas plus. Ceux qui doivent avoir plus en moins. Il y a pas mal de polémiques autour, et je pense qu'une des polémiques a d'ailleurs fait sauter un ministre, si je ne m'abuse.
Bon, on ne sait pas exactement si c'est cette polémique-là qui a fait sortir le ministre, mais on sait néanmoins que ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est ainsi à peu près chaque année, même s'il y a des ministres qui se sont démarqués par leur gestion transparente. Donc, c'est regrettable. Mais bon, je me souviens déjà qu'en 2005, il y a un Fonds national pour le développement de la presse qui a été voté. Mais les financements, rien n'a pu être fait. Un peu dans le même modèle de la RAC, en fait, la redevance audiovisuelle. Donc, ce que je proposerais, c'est une régie publicitaire nationale. C'est-à-dire, elle permettra de centraliser toutes les publicités des entreprises publiques et privées afin de les redistribuer aux entreprises de presse suivant un quota. Voilà. Je pense que c'est la solution adéquate parce qu'aujourd'hui, la publicité, il y a des critères, certes. Certaines entreprises existent des critères, par exemple l'audimat et autres, mais nous ne sommes pas logés à la même enseigne. En fait, moi, je trouve tout ça très bien. Par exemple, tu as parlé de la RAC, et même la RAC, je crois qu'il y a eu pas mal de soucis là-dessus. Est-ce qu'il faut forcément laisser la gestion de ces fonds-là à un ministère? Pourquoi ne pas créer un organisme spécialisé qui serait sous le contrôle, par exemple, du Parlement? Est-ce que c'est pas possible? D'abord, il faut voter une loi et créer un organisme indépendant comme ce que j'ai proposé pour le foncier. Le foncier, exactement. Pour le travail aussi. Exactement. Et qui pourrait gérer surtout la presse privée. Parce que je ne connais pas exactement le quota, mais pratiquement 80% des subventions vont à la presse publique. Le premier journal du Gabon, qui est l'Union, ne vit pas de la vente des journaux. Voilà, c'est la publicité qui permet de payer des charges. Donc, cela a été même demandé à cri et à cœur par les journalistes, notamment lorsqu'il y a la question des subventions, de trouver un organisme qui pourrait... un organisme qui pourrait gérer cela de manière indépendante. Parce que lorsque le politique est mêlé, et par les acteurs même de la corporation, lorsque le politique est mêlé souvent à ces affaires-là, ça ne fait pas bon ménage. Voilà. Et justement, ça me rappelle que même si le Parlement, une est voté, par rapport à ça, on crée une cellule, bien un organisme dédié, qu'est-ce qu'on nous dit demain que on pourrait avoir des audits récurrent quand on sait qu'il y a un audit sur le fonds Covid qui a été demandé par justement les députés de la transition et au final il a été voté la non-divulgation de cet audit-là. C'est la raison pour laquelle sur le point des bourses par exemple j'ai suggéré qu'on revoie le dispositif du déclenchement des enquêtes parlementaires. Il faut revoir ce dispositif-là. Mais qu'est-ce qu'on fait des rapports? Il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Donc, je pense qu'il n'y a qu'ainsi qu'on peut arriver, c'est une proposition, je n'ai pas la science infuse, à des résultats beaucoup plus probants. Regardez, par exemple, la dernière subvention. Les montants, elle a été distribuée de manière... on ne connaît pas les critères de distribution. Ça, c'est un gros problème. Voilà. Et de manière un peu... une entreprise, je ne voudrais pas citer les noms, mais il y a des grosses entreprises ici qui ont eu des montants. Entreprises de presse, bien sûr. Entreprises de presse privée qui ont vraiment pignon sur eux, qui ont eu les mêmes montants, qui ne payent même pas les mêmes charges. Qui payent peut-être toutes les charges, mais ont eu des montants que des entreprises qui ont commencé à peine il y a 2 ans ont pu percevoir. Donc, il faut cet organisme privé-là, géré par des personnes de la corporation qui pourraient ainsi rendre des résultats comme on les attend. Ok. Bon, moi, j'ai juste envie de savoir, justement, si on le fait, si on subventionne la presse privée, est-ce que c'est pas une façon sournoise, peut-être, de museler la presse? Non, je ne pense pas. Parce que la subvention à la presse existe dans beaucoup de pays, mais ça ne suffit pas. Lorsque vous retrouvez avec des entreprises de presse qui prennent 300 000 pour une subvention l'année,
qu'est-ce que vous pourrez en faire? Rien. Vous avez une famille, vous avez des charges. Et le loyer même de... Exactement. Vous avez aussi des ambitions pour votre entreprise. Donc, la régie publicitaire nationale ne viendrait que rendre un peu plus autonomes ces entreprises-là. Cela empêcherait à ces entreprises, par exemple, d'être domestiquées. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, si un homme politique vient me proposer peut-être 500 000 pour un papier qu'il aurait fait et commandé, vous aurez, si vous avez du mal à boucler vos charges, vous serez moins regardant sur ce papier. Ou alors, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire une contre-enquête par rapport à ce qu'il vous donne. C'est ça. La presse privée, la subvention viendrait simplement compléter ce que la régie publicitaire nationale pourrait faire. Ok. Justement, on a moins d'une minute. J'ai envie de vous dire, les populations de troisième arrondissement n'ont pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, problème d'eau, d'électricité. C'est vrai que ce n'est pas le fait du député. Que pouvez-vous proposer à ces populations-là qui nous regardent et qui souffrent, Monsieur Lindigui? Je suis Gabonais, je suis Bantou, donc je suis africain. Je suis également diplômé et je ne veux pas faire la politique comme le font d'autres personnes, c'est-à-dire consentir l'impôt, veiller à l'action du gouvernement et il y a un troisième critère là. Honnêtement, je n'en ai cure. Il y a un fait qui m'a vraiment piqué. J'ai commencé déjà, juste pour vous faire un petit rappel, dans le 2e siège au 3e arrondissement, à distribuer de l'eau avec des cuves. On le fait généralement chaque dimanche, sous fonds propres. Et pendant cette distribution-là, une jeune fille de 22 ans, apprenant à Masoukou, nous a fait comprendre que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vu d'eau. Dans le robinet. Dans le robinet. Mais combien de mandats de députés on a eu? Donc j'ai pris, même si c'est empiété sur les prérogatives d'un maire, ou alors on m'a reproché de faire un peu de clientélisme, mais j'assume. Une fois à l'Assemblée nationale, je vais continuer avec ce que j'ai commencé à faire, en prenant moi-même sur mes fonds. Je vais trouver un mécanisme... de faire au moins un forage par année. Un forage par année. Ça, je prends cette responsabilité. Au minimum, un forage. Et de réhabiliter automatiquement les pompes publiques. Un forage par année, réhabiliter les forages, les pompes publiques. Nous étions avec Joël Ndigui, candidat au 3e arrondissement pour le 2e siège. Vous étiez sur 26 minutes pour convaincre. Studio Perspective. À très bientôt.